Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous couvrons certaines des rencontres avec des requins les plus effrayantes de ces dernières années. D'une embuscade de requins bulldog sur un surfeur à l'attaque mortelle d'un requin-tigre sur un plongeur solitaire. Mais d'abord, nous commençons par le récit glaçant d'un grand requin blanc de 20 pieds qui a attrapé 2 petites filles au biais d'un bateau. C'était le 12 janvier 2005 et le soleil d'été brillait sur les vagues vert pâle au-delà de la ligne de récif de Gants Bay sur la côte sud de l'Afrique du Sud. Un petit canot en aluminium, jaune vif contre l'eau sombre de l'Atlantique, dérivait dans le vent léger. Depuis le rivage, l'embarcation n'était qu'un point sur l'océan, mais là-bas, un prédateur avait déjà réduit la distance. Anna Marshall, 9 ans, et sa sœur cadette Emily, 7 ans, étaient venus avec leur père Paul et leur oncle Steve pour une simple sortie de pêche. La famille était descendue de Cape Town la veille, séjournant dans une cabine louée. Paul, un mécanicien indépendant, avait pris des congés pendant les vacances scolaires pour offrir aux filles leur première expérience de pêche en mer. Toutes deux portaient des gilets de sauvetage en mousse orange, décolorés par des années de stockage, et des casquettes de baseball pour se protéger du soleil. Anna était la plus grande, posant constamment des questions, tandis qu'Emily se penchait sur le bastingage pour regarder dans l'eau. Leur père et oncle avaient grandi, pêché dans les eaux sud-africaines et ne voyaient aucune raison de s'inquiéter. Le canot avait été loué ce matin-là auprès d'un opérateur local qui a mentionné que de grands requins avaient été aperçus récemment. Les habitués de la rampe ont dit la même chose à Paul et Steve. Des restes provenant des opérations de plongée en cage à proximité et des bateaux de pêche ont été déversés au large, les attirant. Un homme a même pointé la peinture vive du canot et a dit que le jaune attirerait les requins comme un leurre. Les frères avaient ri de cela. Ils étaient à peine à l'extérieur du récif et l'eau était calme, avec seulement une houle lente et roulante. Paul a pensé que si quelque chose apparaissait, il pourrait simplement démarrer le moteur hors bord et rentrer. L'océan au-delà de Gants Bay était un mélange de turquoise et de bleu acier, avec des plaques de varech dérivant et des ombres sombres occasionnelles glissant sous la surface. De petits poissons argentés fusaient près de la coque. Le récif se trouvait à quelques centaines de mètres derrière eux. L'écume blanche des vagues déferlantes marquait son bord. Il n'y avait aucun autre bateau en vue. Les grands requins blancs sont connus pour fréquenter cette côte, surtout en été lorsque les poissons sont abondants. Les adultes peuvent dépasser 20 pieds de long et peser plus de 4000 livres. Leur attaque est rapide et explosive, souvent par en dessous, utilisant l'effet de surprise pour neutraliser de grandes proies. Dans l'eau claire, ils peuvent également s'intéresser aux couleurs à fort contraste, comme la peinture jaune vif encore courante sur les petits bateaux de pêche sud-africains. Leur force de morsure mesure plus de 4000 livres par pouce carré, suffisante pour écraser un os instantanément. Ces prédateurs de sommet peuvent détecter les impulsions électriques d'un cœur battant à des centaines de mètres et sentir une seule goutte de sang dans 25 gallons d'eau. Vers la fin de la matinée, Paul et Steve n'avaient attrapé qu'un seul calmar. Les filles s'étaient penchées en avant pendant plusieurs minutes, fascinées par un groupe de méduses dérivant sous la proue. Steve, à la poupe, remarqua une agitation dans l'eau. D'abord une ombre légère, puis l'élévation douce d'une nageoire dorsale à environ 50 pieds du côté bâbord. Elle a brièvement coupé la surface, puis a disparu. Il appela les filles pour qu'elles reviennent, sa voix plus aiguë que d'habitude. Anna jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, mais ne bougea pas. Emily a ri, pointant quelque chose en dessous. Steve venait juste de commencer à se diriger vers eux quand cela s'est produit. À 11h14, un énorme grand requin blanc a surgi directement sous la proue. Sa tête, presque aussi large que le canot, a jailli de l'eau dans un élan vertical. Les mâchoires du requin se sont ouvertes suffisamment pour engloutir les 2 enfants là où ils étaient entagenouillés. En un seul mouvement, il referma ses mâchoires, les dents supérieures se refermant sur l'épaule de Anna et le torse d'Emily. La force fit basculer le canot fortement à tribord. Paul, se retournant depuis la poupe, perdit l'équilibre et heurta le garde-corps. Le requin retomba dans l'eau avec sa prise, s'immergeant sous la coque. Le sang se répandit instantanément dans l'écume à la proue. Paul se précipita en avant, criant leur nom. Le bateau tangua alors que le requin réapparaissait de l'autre côté, se débattant violemment, le dessous blanc brillant au soleil. Steve abattit une rame sur sa tête 2 fois avant qu'il ne roule et ne coule dans des eaux plus profondes. La surface se calma presque aussi rapidement qu'elle avait éclaté. Selon eux, les 2 hommes restèrent figés pendant plusieurs secondes avant que Paul ne se précipite vers le cordon de démarrage du moteur hors bord. Ses mains tremblaient alors qu'il le tirait pour le démarrer. Ils commencèrent à se diriger vers le récif à plein régime, le canot tremblant dans la houle.
Aucun ne parla. La proue était striée de sang, la casquette d'Emily coincée sous le rail. Le gilet de sauvetage de Pana, déchiré à une couture, flotta brièvement dans leur sillage avant de couler. Lorsqu'ils atteignirent le bord du récif, Paul laissa le moteur tourner au ralenti tandis que Steve cherchait à tâtons la VHF portable, sa voix se brisant, alors qu'il envoyait un mayday à la marina la plus proche. Un skipper de charter à un demi-mile de là répondit en premier, relayant la position à la station de secours maritime locale. Des équipes de recherche furent dépêchées dans l'heure. Les premiers intervenants n'ont trouvé que des fragments d'un gilet de sauvetage en mousse, une seule sandale et une bande de tissu identifiée plus tard comme faisant partie du short d'Emily. La zone a été survolée par hélicoptère pendant 2 jours sans autre résultat. Les conditions sont restées claires, mais aucun requin n'a été aperçu à nouveau. Les funérailles ont eu lieu discrètement au Cap, en présence uniquement de proches et d'amis de la famille. Les médias ont diffusé quelques courts reportages mais sans images. Les autorités maritimes ont émis un avis public concernant une activité accrue de requins le long de la côte d'Overberg, mais n'ont pas poursuivi d'abattage, citant la rareté de telles attaques directes. Les habitants de la rampe de Gansby se souviennent encore du canot jaune vif qui est parti ce matin-là et est revenu sans ses plus jeunes passagers. Pourtant, même si la tragédie de la famille Marshall a servi de rappel sinistre de la fureur imprévisible de l'océan, 2 ans plus tôt à Ballina, un charpentier ignorait les avertissements de sécurité, inconscient qu'un requin à bulldog tournait déjà sous sa planche. C'était le 5 août 2016 et la marée sortait de la rivière Richmond vers le Pacifique, emportant de l'eau brune remplie de débris au-delà du banc de sable à Ballina. De bas nuages matinaux s'appuyaient contre la côte. Au-delà des vagues, 3 surfeurs attendaient la prochaine série. L'embouchure de l'estuaire était connue pour ses forts courants changeants et les poissons qui les accompagnaient. Ce jour-là, quelque chose de plus grand était là aussi. Tyler Reid était un habitant de Ballina de 24 ans et un surfeur compétent qui équilibriait son travail de charpentier en semaine avec des sessions tôt le matin. Il était dans l'eau à cet endroit depuis son adolescence, savourant les puissantes vagues et les foules moins nombreuses. Reid était mince avec les muscles de quelqu'un habitué à soulever du bois et à porter des outils et confiant dans l'océan au point d'ignorer la plupart des avertissements de sécurité. Ses amis le décrivaient comme indépendant, parfois direct, mais toujours prêt à se jeter à l'eau dans des conditions douteuses si les vagues étaient des bonnes. Ce matin-là, un avis du conseil avait été affiché le long du rivage, avertissant d'une eau trouble, d'une mauvaise visibilité et d'un risque élevé d'activité de requins après de fortes pluies. Les averses de la nuit précédente avaient poussé les poissons à pas de la rivière vers la mer ouverte, et il était bien connu parmi les locaux que les requins bulldogs les suivaient. Quand un ami a mentionné l'avis, Tyler l'a ignoré, disant que les avertissements étaient pour les touristes. L'embouchure de la rivière faisait partie de sa rotation habituelle et il ne voyait aucune raison de changer de plan. Mais Tyler ne comprenait probablement pas la puissance du prédateur de sommet qui dominait ces eaux. Les requins bulldogs sont parmi les rares espèces de requins qui entrent régulièrement en eau douce, se déplaçant entre les rivières et la mer. Ces prédateurs robustes et agressifs peuvent atteindre plus de 3 mètres de long et peser plus de 225 kg. Ils sont capables de courtes pointes de vitesse et attaquent souvent dans des eaux à faible visibilité, s'appuyant sur l'électroréception et l'impact soudain pour neutraliser leur proie. Dans les embouchures de rivières, où les poissons se concentrent après la pluie, les rencontres deviennent nettement plus fréquentes. L'entrée de l'estuaire était un mélange changeant d'eau de rivière et de houle océanique, où les bancs de sable montaient et descendaient avec la marée. De l'écume traînaient des vagues brisées et des touffes d'algues dispersées se déplaçaient avec le courant. La visibilité était mauvaise, moins de 3 pieds sous l'eau, donc le fond couleur sable n'était visible que dans les endroits peu profonds. Au-dessus, des oiseaux de mer tournaient en cercle, plongeant parfois pour attraper de petits poissons. Depuis le rivage, les surfeurs paraissaient petits face aux longues lignes vertes de la série de vagues arrivant. À 7h30 du matin, Tyler était dans la file d'attente depuis environ 20 minutes. Il se trouvait à environ 40 mètres du surfeur le plus proche, assis à califourchon sur sa planche et guettant la prochaine vague. Les 2 autres surfeurs diraient d'eau plus tard qu'ils n'avaient de remarquer aucun mouvement inhabituel, juste la dérive constante de l'écume et des débris. Puis, sans avertissement, la surface derrière Tyler s'est soulevée dans un tourbillon serré et rapide. À 7h32, un requin bulldog, estimé à 3 mètres de long, a frappé de côté. Sa tête a émergé partiellement de l'eau alors que ses mâchoires se refermaient sur le bas du torse de Tyler, le soulevant de la planche. Un surfeur a dit qu'on aurait dit qu'il était plié en 2 au-dessus de la gueule du requin avant de disparaître dans le remous. L'impact a fait basculer sa planche sur le côté
et Tyler a frappé l'eau avec une force énorme. Le requin l'a relâché brièvement, puis a tourné en cercle serré avant de revenir à la charge. Cette fois, il a mordu dans sa cuisse supérieure, secouant de côté avec le mouvement violent que les requins utilisent pour arracher la chair de leur proie. Le sang s'est rapidement répandu dans le courant, créant un nuage cramoisi qui s'étendait dans l'eau trouble. L'un des autres surfeurs a commencé à pagayer vigoureusement vers lui, frappant l'eau avec sa planche pour éloigner le requin. L'animal a plongé et n'est pas remonté à la surface. Le sauveteur a atteint Tyler en premier, le trouvant face vers le haut mais non réactif. Il a roulé Tyler sur sa propre planche, le tenant à travers le pont tandis que le troisième surfeur le stabilisait et commençait à pagayer vers le rivage. Le courant sortant ralentissait les progrès et l'eau autour d'eux était striée de rouge. Au moment où ils atteignirent les bas-fonds, plusieurs baigneurs avaient couru dans l'eau pour l'aider à le porter jusqu'au sable. Les sauveteurs et les ambulanciers ont travaillé sur Tyler pendant plusieurs minutes, mais les blessures étaient catastrophiques. Une perte de sang massive due à la blessure à la cuisse et un traumatisme profond à l'abdomen. Les mâchoires puissantes du requin bulldog avaient infligé des blessures qu'aucune intervention médicale ne pouvait surmonter. Il a été déclaré mort sur les lieux à 8h02 du matin. Sa planche a été récupérée plus tard dans la matinée avec une morsure en forme de croissant. La police locale a marqué l'emplacement et des experts ont confirmé qu'elle correspondait à la dentition d'un requin bulldog. Le conseil a fermé la plage pendant 48 heures, affichant des panneaux mais sans tenir de conférence de presse. Les funérailles de Tyler ont eu lieu la semaine suivante dans la petite église en bois à l'intérieur des terres de Ballina. La foule était principalement composée de la famille, d'anciens camarades de classe et de surfeurs, dont beaucoup ont apporté des planches empilées le long de la clôture en hommage. Le troisième jour après sa mort, les panneaux d'avertissement ont été retirés et l'embouchure de la rivière était à nouveau calme, à l'exception de la marée. La défiance de Tyler envers les avertissements de sécurité s'est avérée fatale dans les eaux troubles de l'estuaire. Cependant, juste un an plus tôt, au large des côtes rocheuses de Molokai, un plongeur descendait dans les profondeurs pendant la saison de nidification des tortues, ignorant qu'un énorme requin-tigre suivait déjà ses mouvements. C'était le 2 septembre 2015 et le canal au large de la côte sud de Molokai était calme et lumineux sous le soleil de fin de matinée. L'eau était lisse comme du verre, avec seulement une légère houle se dirigeant vers le rivage rocheux. Une seule barque blanche était ancrée à environ 200 yards, sa coque bougeant à peine. Depuis le rivage, c'était calme, à l'exception du cri occasionnel d'un oiseau de mer et du clapotis des petites vagues contre les corniches de basalte. Cependant, sous cette surface calme, quelque chose de grand se déplaçait. Robert Caleo, 41 ans, était bien connu dans la région à la fois comme mécanicien et comme plongeur commercial à temps partiel. Il récoltait des homards et des poissons de récif pour les vendre localement, en complément de son travail à l'atelier. Ses amis le décrivaient comme habile dans l'eau, méthodique et habitué à travailler seul. Son skiff était petit mais fiable et il préférait les sorties en solo pour éviter de partager les prises sur les zones fréquentées. La routine était familière, jeter l'ancre à un endroit préféré, plonger avec un filet à main et un sac de capture, revenir avant midi quand les vents se levaient. La semaine avait apporté des rapports de plus d'observations de requins-tigres le long du canal, un phénomène saisonnier pendant la nidification des tortues. Les amis de Caleo l'avaient averti la veille d'éviter les sections plus profondes, surtout seul. Il avait haussé les épaules, un temps clair et un courant léger signifiant de bonnes conditions de plongée et il avait des commandes à honorer avant le week-end. Ce matin-là, il portait une combinaison de plongée noire complète, une ceinture de plomb, un masque et des palmes, avec un sac de capture en filet à moitié plein attaché à sa taille. Le fond du chenal passait ici d'une étagère de récif à du sable profond, parsemé de têtes de corail éparses. La visibilité était excellente, facilement 18 mètres. De petits pans de rouget se déplaçaient sur le fond et de temps en temps, une tortue verte nageait paresseusement vers la surface. Plus près du rivage, les requins de récif étaient une vue courante, mais dans les canaux de sable plus profonds, de plus grands prédateurs patrouillaient parfois. Les requins tigres peuvent atteindre plus de 15 pieds de long et peser plus de 1000 livres. Ce sont des prédateurs opportunistes capables de s'attaquer à de grandes proies, y compris les tortues et les poissons pris dans des pièges. Dans l'eau claire, ils s'approchent souvent lentement depuis les profondeurs, réduisant la distance par des mouvements brusques et soudains. Leur force de mâchoire leur permet de trancher facilement os et coquilles. Ces prédateurs de pointe possèdent des rangées de dents dentelées conçues pour découper chair et os, avec une force de morsure dépassant 1000 livres par pouce carré. Vers 9h10 du matin, Caleo a fait surface près de son esquif pour vérifier sa position, se reposant brièvement avant de reprendre son souffle et de descendre vers le chenal de sable. Un pêcheur debout sur la rive, observant la zone avec des jumelles, a rapporté plus tard avoir vu une grande forme sombre se diriger vers l'emplacement du plongeur depuis le côté ouvert du chenal.
Elle était bien en dessous de la surface et s'approchait avec une intention prédatrice. Quelques instants plus tard, le calme fut rompu. Une agitation de mousse et d'éclaboussures éclata à côté du skiff, alors que Kaleo refaisait surface, cette fois en criant de terreur. Un requin-tigre de 14 pieds était remonté des profondeurs et s'était agrippé à son bras gauche, juste au-dessus du coude, le tirant partiellement sous l'eau. La tête du requin était presque aussi large que la poitrine de Kaleo. Ses yeux se sont retournés et ses nageoires pectorales se sont inclinées vers le bas, signe d'une posture d'attaque. Le requin secouait la tête avec de puissants mouvements latéraux, déchirant muscles et os avec une efficacité dévastatrice. Kaleo donna un coup de pied fort et frappa le museau du requin avec sa main libre, mais la prise ne se relâcha pas. Les mâchoires du prédateur étaient conçues précisément pour cela, pour maintenir et démembrer la proie avec une précision mécanique. En un mouvement rapide, le requin lâcha prise, puis se retourna et mordit à nouveau, cette fois en se refermant sur son abdomen. Le mouvement le plia autour des mâchoires avant que son corps ne devienne mou. L'attaque était brutale et efficace. Les requins-tigres sont connus pour leur capacité à consommer de grandes proies, et leur technique de chasse implique plusieurs morsures pour incapaciter les victimes avant de les consommer. L'eau autour de Kaleo devint cramoisie alors que les dents dentelées du requin faisaient leur travail. Ces luttes s'affaiblissaient à chaque seconde qui passait, alors que la perte de sang et le traumatisme faisaient leur effet. Le requin le relâcha, s'enfonçant dans l'eau claire avec des battements de queue lents et délibérés. Le canot dérivait légèrement dans le courant, sa corde d'ancre toujours tendue. Kaleo flottait sur le dos pendant quelques secondes, sa combinaison déchirée et ensanglantée, avant de glisser sous la surface dans les profondeurs qu'il avait réclamées. Le pêcheur qui a assisté à l'incident a immédiatement accéléré vers le rivage tout en alertant les autorités sur son téléphone portable. Les équipes de recherche sont arrivées dans l'heure, partant du port et balayant le chenal. En fin d'après-midi, ils ont récupéré des restes partiels ainsi que son masque et son sac de pêche. Le sac contenait encore plusieurs homards, leurs antennes dépassant à travers le filet, un rappel sinistre de la plongée de routine qui avait tourné au drame. Les funérailles de Kaleo ont eu lieu dans une petite salle communautaire avec moins de 50 personnes présentes, principalement de la famille et des amis proches. Les responsables de l'État ont émis un avis d'1 semaine pour éviter le chenal, mais n'ont fait aucune déclaration publique supplémentaire. Dès la 2e semaine, les pêcheurs étaient de retour le long du même tronçon, leurs esquifs ancrés au-dessus du même sable profond où Robert Kaleo avait trouvé la mort. Cependant, même si le mépris de Robert Kaleo pour les avertissements locaux lui a coûté la vie, juste 1 an plus tard dans l'Atlantique ouvert, à l'est de Nassau, un mécanicien se retrouverait seul dans l'océan. Sa balise de détresse attirant non seulement des bateaux de sauvetage, mais aussi l'attention d'un requin océanique à pointe blanche. C'était le 19 novembre 2014 et l'Atlantique, ouvert à l'est de Nassau, s'étendait à l'infini sous un soleil déclinant. L'horizon était plat et ininterrompu, l'eau d'un cobalt profond qui s'assombrissait vers l'est. Sous cette surface calme, quelque chose bougeait, attiré par les indices les plus faibles, patients et invisibles. George Willoughby était un mécanicien de yacht britannique de 58 ans qui avait élu domicile en Floride depuis plus de 2 décennies. Il gagnait sa vie en entretenant et en déplaçant des navires privés entre les États-Unis et les Bahamas, un travail qui combinait un revenu stable avec des périodes de solitude en mer. Ses amis le connaissaient comme prudent et méticuleux, à l'aise pour effectuer des livraisons en solo de petits bateaux, surtout sur des itinéraires qu'il connaissait bien. Cette semaine-là, il convoyait un voilier de 34 pieds haut vers Nassau pour un client de location saisonnière. Le voyage s'était déroulé sans encombre jusqu'à l'après-midi lorsqu'une brèche soudaine dans la coque commença à inonder le navire. Les dégâts provenaient probablement d'une collision avec un objet submergé et les tentatives de Willoughby pour colmater la brèche échouèrent car la pompe de cale ne pouvait pas suivre le rythme de l'eau entrante. Il a transmis un appel de détresse et s'est préparé à abandonner le navire. Portant son gilet de sauvetage orange vif, il a sécurisé sa balise de détresse et a quitté le navire par la poupe alors que la proue commençait à descendre. Ce que Willoughby a affronté dans ces eaux était l'un des prédateurs les plus persistants de l'océan. Les requins océaniques à pointe blanche représentent des millions d'années de perfection évolutive pour la chasse en haute mer. Ces prédateurs massifs peuvent dépasser 3 mètres de long et peser plus de 400 livres. Leurs nageoires à pointe blanche distinctives et leurs larges nageoires pectorales les rendent inimitables, mais c'est leur comportement qui les rend vraiment dangereux. Contrairement aux requins côtiers qui chassent dans des territoires spécifiques, les requins océaniques à pointe blanche sont des chasseurs nomades, capables de parcourir de vastes distances sans repos.
Ils sont attirés par les objets flottants et les proies en détresse, apparaissant souvent comme par magie au milieu de l'océan vide. L'état de la mer restait modéré, avec de longues houles lentes et une visibilité claire s'étendant jusqu'à l'horizon. Aucune terre n'était visible dans aucune direction. Willoughby flottait dans son gilet de sauvetage, la balise de détresse transmettant sa position au service de secours. Le tissu orange vif et les bandes réfléchissantes qui les rendaient visibles pour les sauveteurs potentiels créaient également le signal visuel parfait pour les prédateurs tapis dans les profondeurs en dessous. Le signal de la balise d'urgence a atteint un bateau de pêche à proximité, les amenant sur une trajectoire directe vers la position de Willoughby. L'équipage a estimé qu'il leur faudrait 15 minutes pour l'atteindre. Depuis leur timonerie, ils ont aperçu l'éclat de son gilet de sauvetage et autre chose, une nageoire triangulaire sombre traversant la surface à environ 150 pieds. L'approche du requin était méthodique, sa nageoire dorsale apparaissant et disparaissant à mesure qu'il se rapprochait en cercle. Les requins océaniques à pointe blanche ne sont connus pour leur nature audacieuse et investigative. Contrairement à d'autres espèces de requins qui pourraient attaquer rapidement puis se retirer, ces prédateurs sont persistants. Ils tournent autour de leur cible à plusieurs reprises, chaque passage les rapprochant, testant la faiblesse ou l'opportunité. Leur stratégie de chasse a été perfectionnée au cours d'innombrables rencontres avec des naufragés et des animaux marins en détresse. À moins de 30 pieds, le requin a frappé avec une force explosive. L'équipage de pêche a regardé avec horreur alors que Willoughby était momentanément soulevé au-dessus de la surface avant de retomber, l'eau éclatant autour de lui en une écume blanche. La première morsure saisit son côté droit près des côtes, les puissantes mâchoires du requin se refermant avec plus de 600 livres de pression par pouce carré. Willoughby cria et se débattit désespérément, ses jambes battant frénétiquement alors qu'il essayait de repousser le prédateur massif. Le requin a relâché sa prise et s'est détourné, entamant un autre cercle lent et délibéré. Ce comportement est typique du requin océanique à pointe d'yeux blanche. Il frappe rarement une seule fois. Au lieu de cela, ils testent de leur proie, infligeant des dommages avant de revenir pour une attaque plus décisive. Le sang coulait maintenant de la blessure de Willoughby, créant un nuage cramoisi qui s'étendait dans l'eau bleue et qui n'attirerait qu'encore plus intensément un prédateur. Le requin fit un virage brusque et réduisit à nouveau la distance, cette fois en ciblant son épaule. L'impact a fait basculer Willoughby sur le dos alors que les dents du prédateur déchiraient chair et os. Il luttait pour se libérer, mais la prise du requin était absolue. Le corps profilé de la créature, pesant plusieurs centaines de livres, a facilement surmonté ses tentatives désespérées d'évasion. Quelques secondes plus tard, le requin l'entraîna sous la surface dans une roulade mortelle violente, ne laissant qu'une masse tourbillonnante de bulles et d'écume striées de sang. L'attaque avait duré moins de 2 minutes, du premier coup à l'immersion finale. Lorsque le bateau de pêche atteignit l'endroit, l'eau avait retrouvé son calme trompeur. Le gilet de sauvetage de Willoughby flottait à proximité, le côté droit déchiré et taché de sang. Une seule chaussure de pont dérivait juste sous la surface, s'enfonçant lentement vers l'abîme. Aucune autre trace de l'homme ne restait. L'équipage a fouillé la zone pendant plus d'1 heure, espérant contre toute attente trouver un signe de survie. Mais l'océan avait réclamé une autre victime. L'équipage a alerté les autorités, mais l'équipe de recherche et de sauvetage a ratissé la zone pendant encore 2 semaines avant d'abandonner. Les funérailles de George Willoughby ont eu lieu discrètement en Floride, en présence de sa famille et de collègues de la marina où il avait travaillé pendant des années. La cérémonie fut brève, avec quelques histoires partagées sur sa fiabilité en mer. Les responsables maritimes bahamiens n'ont émis aucune déclaration publique concernant l'incident. Et la tragédie est passée largement inaperçue en dehors des cercles locaux de navigation. En l'absence de rapports officiels, les détails de l'attaque ont circulé uniquement de bouche à oreille parmi les pêcheurs et les travailleurs de la marina. La balise de détresse de Willoughby avait attiré la curiosité mortelle d'un requin océanique à pointe blanche dans l'Atlantique ouvert. Et juste 1 an plus tôt au large de Cape Cod, un marin expérimenté se pencherait par-dessus le plat-bord pour vérifier sa ligne d'appât, ignorant qu'un requin mako se préparait déjà à mordre. C'était le 8 juillet 2013. Le matin s'est levé clair et chaud sur les eaux de l'Atlantique à l'est de Cape Cod. Une brise légère portait l'odeur de l'appât à travers le pont du Miskettlin, un bateau de location de 38 pieds travaillant sur une course productive de tassergale. L'océan s'étendait à perte de vue dans toutes les directions, sa surface suffisamment calme pour révéler l'ombre inquiétante d'un prédateur tournant sous le bateau. Michael Rousseau se tenait sur le pont, le visage marqué par le sel alors qu'il travaillait la ligne.
Le pêcheur de 32 ans avait passé 3 étés à travailler sur des charters au départ de Provincetown, se forgeant une réputation pour son habileté avec les équipements lourds et sa capacité à harponner même les plus gros thons sans se plaindre. Ses collègues respectaient ses mains stables et son calme, des qualités qui lui avaient bien servi dans le monde imprévisible de la pêche au large. Ce matin-là, le capitaine Jim Morrison avait emmené le Miss Kathleen avec 3 clients payants après avoir reçu des rapports de bonne pêche le long du plateau continental. Le bateau travaillait sur une nappe d'appât qui dérivait avec le courant, créant une traînée huileuse qui attirait à la fois les bluefish désirés et des visiteurs moins bienvenus des profondeurs. Ce que Michael ne comprenait probablement pas pleinement, c'était la nature du prédateur qui traquait leur navire depuis la fin de la matinée. Les requins mako représentent l'une des machines à tuer les plus parfaitement évoluées de l'océan, capables d'atteindre des vitesses dépassant 64 km/h en courte rafale. Ces prédateurs de sommet peuvent dépasser 12 pieds de long et peser plus de 1000 livres. Leurs corps profilés sont conçus pour une accélération explosive et leurs dents acérées comme des rasoirs sont faites pour trancher la chair et les os avec une précision chirurgicale. Le requin était apparu pour la première fois vers 10 h du matin, attiré par le flux constant de déchets et de poissons appâts qui traînaient derrière le bateau de location. Son dos bleu ardoise traversait la surface en cercle de plus en plus serré, chaque passage le rapprochant du navire. Le prédateur massif disparaissait sous les vagues pendant plusieurs minutes pour réapparaître encore plus près, sa nageoire dorsale fendant l'eau avec une intention prédatrice. Depuis sa position à la barre, le capitaine Morrison observait les mouvements erratiques du requin à travers ses lunettes de soleil polarisées. Reconnaissant les signes d'un prédateur agité, il appela son équipage, les avertissant de rester bien en arrière du bastingage. Le poisson était excité, leur dit-il, son comportement devenant de plus en plus imprévisible alors qu'il se nourrissait de la traînée d'appât. Michael était accroupi près du côté bâbord du navire, vérifiant une ligne d'appât qui s'était emmêlée. Il tenait son gaffe d'une main tout en se penchant sur le côté pour ajuster un émerillon qui s'était accroché au gréement. Le pêcheur expérimenté avait effectué cet entretien de routine d'innombrables fois auparavant, mais ce matin-là, il ignorait le prédateur massif qui se positionnait directement en dessous d'eux. Dans une spectaculaire explosion verticale, le requin mako jaillit de l'eau. La mâchoire inférieure du requin frappa Michael en plein thorax avec une force dévastatrice, enfonçant des dents acérées à travers ses côtes et profondément dans son abdomen. L'impact projeta Michael à plat sur le pont, son gaffe glissant sur la planche mouillée alors que le sang commençait à s'accumuler sous son corps déchiré. Le requin atterrit partiellement à bord du Miss Kathleen, sa puissante queue fouettant violemment alors qu'il luttait pour retourner à l'eau. Le capitaine Morrison attrapa un tuyau en acier et frappa le requin à plusieurs reprises, chaque coup rebondissant sans effet sur sa peau glissante. La force préhistorique du mako était écrasante, ses mouvements menaçant d'endommager l'équipement du bateau et de blesser d'autres membres de l'équipage. Avec une dernière poussée de puissance, le prédateur massif se tortilla par-dessus le bord et disparut dans le sillage agité. Michael resta immobile sur le dos, sa chemise déchirée révélant les blessures dévastatrices sur sa poitrine et son abdomen. Sa respiration devint de plus en plus faible alors que la perte de sang faisait son effet. Malgré les appels frénétiques du capitaine à la radio pour demander de l'aide d'urgence, le plus proche navire de la garde côtière était encore à des kilomètres lorsque Michael rendit son dernier souffle. Les funérailles de Michael Rousseau à Provincetown ont attiré des dizaines de pêcheurs locaux, de capitaines de charter et de membres de la famille qu'il avait connu comme un membre d'équipage compétent et fiable. Le service a eu lieu dans une petite chapelle au bord du port, avec l'odeur de l'air salin entrant par les portes ouvertes, tandis que des amis partagèrent des histoires tranquilles sur sa présence calme en mer. À la suite de l'incident, la garde côtière a mené une enquête standard, interrogeant le capitaine, les passagers et d'autres navires dans la zone. Les responsables maritimes de l'État ont examiné le cas, mais n'ont émis aucune nouvelle directive de sécurité, notant la rareté d'un tel événement. Merci d'avoir regardé. Si ces histoires de sanglantes d'attaques d'animaux vous ont diverti, cliquez ici pour en voir plus.